Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Secret. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai aujourd'hui envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis aujourd'hui aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai donc écrit des milliers d'articles, des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, sous la marque Superphysique Nutrition, mais aussi une application SP Training qui vous aide à progresser de séance en séance, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Jérémy Thiebaud, sprinter et entraîneur de sprint, que j'ai découvert suite à son passage dans les podcasts Secret d'entraîneur et le Cinjo Body Goal, à qui j'avais évidemment des questions à poser pour courir plus vite et surtout la différence en termes d'entraînement entre la France et les États-Unis où il s'est rendu plusieurs fois en stage. J'espère donc que vous êtes prêts à accélérer. Bonne écoute. Salut Jérémy, alors comme ça tu sors de l'entraînement? Ouais, exactement. Je me suis entraîné, j'ai entraîné, et petite douche et voilà, avec toi. De ce que j'ai cru comprendre, donc pour faire suite au podcast que tu as fait avec Julien sur Secret d'entraîneur, Ouais, tu es athlète, donc tu es sprinter, et en même temps tu entraînes en sprint, si j'ai bien compris. exactement. En fait, ça fait, je dirais, 25 ans que je fais de l'athlé en tant qu'athlète et depuis 10 ans, j'entraîne. C'est 25 ans que tu fais de l'athlète, donc tu as commencé hyper jeune, t'avais quel âge? Et en fait, j'ai commencé sérieusement quand j'étais en cadet. Ah ouais, donc Donc, un peu plus tard quand même. ouais, j'ai commencé sérieusement il y a 20 ans. Et avant, j'en avais fait, tu sais, l'école municipale des sports, tu sais, quand tu fais le mercredi, quoi, Bien avec sûr, la ville. je vois bien. Tu vois, donc ça, j'en ai fait pendant 3 ans. Après, j'ai fait d'autres sports. Et après, je m'y suis mis sérieux à partir de cadet, où là, ça, voilà, je m'y suis mis sérieux là. Et est-ce que tu as toujours été rapide? Non, T'étais lent au non. début? T'étais vraiment lent? J'étais pas lent, parce que tu sais, dans la cour d'école, tu sais, c'est souvent le truc de la cour d'école, hein. De toute manière, ça part de là. Dans la cour d'école, j'ai été plutôt rapide. J'ai jamais eu une grosse explosivité, tu vois. Mais j'ai toujours été rapide, un peu en vitesse max, ou en tout cas en rebondissant en côté pliométrique. Et du coup, je me suis mis à l'athlé. Et au début, non, j'étais pas bon. J'étais, tu vois, à un niveau régional, j'étais pas ouf ouf. Et je me souviens que au niveau hormonal, j'ai explosé quand j'avais 21 ans. Là, j'étais pas, je faisais à peine 70 kilos et je faisais déjà 1m80, 1m82, 70 kilos à peine. J'étais assez svelte et du coup, dès que j'ai commencé la muscu, alors je sais pas si c'est à cause de la muscu ou parce que l'âge fait que j'avais une maturité tardive et à 21 ou 22 ans, je me souviens, en 6 mois, j'ai pris une seconde sur mon record. Et après, j'ai continué à progresser. Et voilà. Et là, je suis content parce que depuis quasiment 15 ans, j'arrive je progresse pas forcément, mais au moins j'arrive à stabiliser mes performances. Donc déjà, c'est cool. Tu te souviens de tes temps sur 80 mètres en cadet? Parce que quand on était cadet, c'était du 80 mètres. Non, en minime 80 mètres. Et En minime, c'est cadet, 80 c'était déjà mètres. 100 mètres. Ouais, en cadet, c'était Et 60 100. ok, alors 100, tu te souviens comment tu faisais? 100 mètres, quand j'étais en cadet, Tu faisais je moins crois de qu'une fois, 12. non, j'ai dû faire 12,50, 12,70, hein. Ah Tu sais, ouais, ah ouais, 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 c'était lent, hein. c'était pas très rapide alors. Ah ouais, Non, ouais, c'est non, vrai non, non, que. c'était lent. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé l'athlé? Est-ce que, tu sais, quand j'étais gamin, je te disais, moi j'ai fait de l'athlé et je suis de la génération, j'ai commencé juste après les Jeux d'Atlanta, Michael Johnson, et après j'ai grandi avec Maurice Green, Atto Boldon, Bruni Surin, tu vois, tous les athlètes qui étaient un peu bodybuildés, qui roulaient des mécaniques, tu vois. Est-ce que toi, tu as commencé un peu comme ça aussi? Ou tu as eu des inspirations un peu dans l'athlé? J'ai pas, je regardais pas forcément les jeux. En fait, c'est quand j'ai commencé à me mettre à l'athlé et à m'y intéresser que j'ai commencé à regarder les jeux, les grands championnats, etc. Mais au début, c'était vraiment le côté de la cour d'école. La cour d'école, que je courais plus vite que les autres, ou je courais aussi vite qu'un copain qui faisait de l'athlé. Et en fait, c'est parti de là. On se tirait la bourre un petit peu au foot ou avec un copain. Et il m'a dit, bah, tu cours pas trop mal et tout, viens tester. Et j'avais déjà essayé l'athlé
quand j'étais plus jeune, comme je te disais. Et du coup, je m'y suis remis. Et voilà, au début, tu sais, t'es cool, tranquille. Tu viens plutôt pour voir le copain. C'est beaucoup le côté social, quoi. Tu t'entraînes 2 fois par semaine et après, commences à faire des records. Du coup, tu as envie de t'entraîner un peu plus. Donc, tu t'entraînes 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Après, tu mets de la muscu. Et après, ça dérive, tu vois. Et après, t'en fais un métier, quoi. Voilà. Et je voulais revenir avec toi déjà sur cette histoire un peu de vitesse innée. Tu sais, quand tu lis des bouquins, notamment quand j'étais gamin, on a dû lire les mêmes bouquins, mais ceux de Gilles Cometti sur la vitesse, par exemple, où on te Mm. dit que l'amélioration peut être très faible. Et toi, ton parcours a l'air de montrer que finalement, l'entraînement et les années t'ont rendu rapide parce que cadet, c'est quoi? C'est 15-16 ans. Tu fais 12,5 au 100 mètres. Jamais on se dit que tu vas faire moins de 11, quoi. Ouais. Jamais on se dit que tu vas. Comment? Alors, je pose une question un peu générale qu'on va dériver, mais c'est comment on devient rapide sur 100 mètres, par exemple? Bah déjà, alors j'aime pas dire ça parce qu'en fait, ça enlève un peu la notoriété du travail, mais on va pas se mentir qu'en sprint, surtout en sprint court, donc 60-100, voire même le 200, tu as une bonne base qui est génétique. Alors, j'aime pas dire inné parce que déjà, tout ce qui se passe avant les 3 ans de la petite enfance est hyper important, mais tu as quand même une base génétique sur la longueur de tes tissus, la longueur de tes os, même si l'épigénétique fait beaucoup, hein. Mais à l'heure actuelle, c'est pas mesurable. Mais tu vois bien que tu vois bien, tu vois, il y en a, ils ont des gros moteurs, des grosses hanches, des gros fessiers, et après, ça fait un entonnoir, et ils ont des tout petites chevilles, des tendons d'Achille qui sont comme ça, des mollets qui sont tout petits, et tu vois qu'ils sont déjà prédisposés à faire certaines choses. Et à l'inverse, on voit par exemple les piliers au rugby qui ont des mollets, hein, c'est mes cuisses, tu vois, avec des tendons d'Achille qui sont tout petits. Donc tu sens que c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a une part quand même qui est importante au niveau génétique, mais ça n'empêche pas que si tu travailles, tu as quand même le potentiel qui est important. Qu'est-ce qui fait que toi, si j'ai bon souvenir, hein, tu me corriges, mais ton record, ça doit être dans les 10, 70, 70 au 100 mètres, quelque chose comme ça? Moi, j'étais pas très rapide sur l'explosivité. Moi, j'ai plutôt été assez fort au niveau de mon parcours et de ma progression sur 200. Qu'est-ce que tu as fait Euh, sur sur, 200? sur 200, j'ai fait 22,10. Ok, donc deux fois 11,05. Ok. Ouais, donc pour te donner un peu mes records. Alors moi, toutes les barrières, je les ai pas franchies. Tu vois, Ah j'ai toujours merde! été proche des barrières, mais j'ai jamais pété. J'ai fait 7,06, j'ai fait 11,03, 20 réguliers, hein, 11,03, 22,10 à l'extérieur et 22,30 en salle. En salle avec quand t'es comme ça, quoi. Ouais, voilà, en salle. C'est un peu plus dur le 200 mètres en salle, tu vois. Et après le 400, j'ai jamais eu une grosse VO2 max, tu vois, pour arriver à faire le 400, mais et non, au début, je crois que mes premiers temps sur 60 mètres, ça devait être 8 secondes ou un truc comme Ah ça, ouais, quoi. ce qui était pas fou. Bah, alors, pour donner un ordre Ouais, d'idée, moi, quand j'étais gamin, quand j'ai eu 9 ans, j'avais le record de la région, j'étais en région parisienne sur 60 qui était 8,60, tu vois. Donc, c'était il y a 25, il y a 25 ans, il y a plus. Il y a plus de ouais, 25 ans. Le temps passe trop vite. Et donc, ah ouais, si tu faisais 8 et quelques au 60, en cadet, c'était pas terrible, ouais. Mais c'est heureusement, ça, ouais. t'as accéléré après. Bah ouais, et après, tu sais, autant te dire qu'au début, moi, j'étais pas du tout, enfin, en tant qu'athlète, j'étais nul, tu vois. Et j'étais nul, tu sais, souvent, la fédération, elle appelle ça les couloirs de la performance. Autant te dire que moi, les couloirs de la performance, j'étais très, très en bas, tu vois. Mais je pense qu'aussi, c'est pour ça que certains athlètes qui ont pas de talent, tu vois, qui ont pas un talent brut, moi, j'ai pas de talent brut, c'est des athlètes aussi qui vont chercher d'autres choses, qui vont plus travailler que les autres, surtout quand tu es jeune. Parce que ce qu'on voit beaucoup à la clé, c'est des athlètes qui sont très très forts très jeunes. Tu vois, genre ils Bien s'entraînent sûr. 2, 3 fois par semaine, ils volent sur les performances et sur tout le monde. Et ils arrivent et ils commencent à avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et là, ça s'équilibre. Et là, le travail compte plus que le talent. Et là, le talent, les gars, ils se disent, ah bah tiens, il faut que je m'entraîne 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, 7 fois par semaine. Faut que je me fasse des grosses séances qui font mal, et il y en a beaucoup qui arrêtent. Il y en a beaucoup qui arrêtent parce que soit ils se sont pétés, soit ils régressent, soit c'est trop dur. Et on voit aussi des athlètes qui sont un peu en dessous, tu vois, qui sont pas forcément forts tout de suite, et qui continuent à progresser, qui continuent à progresser. Et tu vois, bah, je prends un exemple, par exemple, que je connais un peu ici, Renaud Lavillenie. Renaud Lavillenie, c'était la cinquième roue du carrosse, tu vois.
il y a personne qui mettrait un copec sur lui quand il avait 15 ou 16 ou 17 ans. Et même son entraîneur actuel disait, mais moi, j'aurais pas mis une pièce sur lui quand il était dans les catégories jeunes. Et là, il a fait un record du monde. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi du travail, de la passion, de la discipline. Et en sprint, il y a quand même une phase beaucoup plus innée que la perche, parce que la perche, t'as quand même un côté gymnique important, t'as quand même un côté, euh, qui est de l'appréhension et de la peur qui est aussi très important, etc. Donc voilà, il faut regarder un peu d'où tu pars, de ce que tu fais quand t'es cadet, tu vois, et où c'est que tu arrives. Et aussi, le nombre de personnes que je connais qui, à 25 ans, ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas une bonne hygiène de vie ou parce que ils allaient les études ou parce que le travail ou parce que la femme ou les enfants, etc., etc. Enfin, tu vois, je veux juger personne, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui arrêtent. Et moi, je me dis que voilà, j'ai 35 ans, je suis passé master, je commence une nouvelle vie chez les vieux. Je m'amuse bien dans ces compétitions master. On s'est retrouvé avec un pote qui était avec moi 20 ans avant aussi, qu'on courait ensemble en 2008, tu vois, 2007, 2008, 2009. On s'est retrouvé au championnat du monde. C'était un peu assez marrant. Et en fait, voilà, on a 35 ans, on n'est plus tout jeune, mais on arrive à faire des trucs sympas, tu vois, et on est content. Voilà, et on kiffe, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu as explosé vers 20-21 ans, et notamment quand tu as commencé la muscu. Hein. Est-ce que, est-ce que tu gères la muscu aussi pour tes athlètes et pour toi Alors, nous, aujourd'hui? en athlétisme, on n'est pas très riche, et souvent, l'entraîneur d'athlétisme est aussi le préparateur physique. Ok, donc c'est toi qui gères. Donc, parce que moi, quand j'étais. Pas, pas Dis-moi. tout. Certains de mes athlètes, je les gère en muscu, et j'ai la chance aussi d'avoir des collègues préparateurs physiques qui ont une très grosse appétence en musculation, enfin en musculation, je vais pas dire musculation, mais qui ont une très grosse appétence en athlétisme, donc ils connaissent très bien l'athlétisme et du coup ils font la préparation physique. Mais la problématique qu'il y a eu en fait, c'était dans les années 80, les premiers préparateurs physiques, c'était des entraîneurs c'était des entraîneurs d'athlètes parce que en athlète on savait courir vite, on savait courir longtemps, on savait sauter haut, on savait sauter loin, etc. Et du coup, il y a eu beaucoup que tu connais des préparateurs physiques qui étaient entraîneurs d'athlétisme qui sont passés préparateurs physiques. Mais là, maintenant, la préparation physique, ça a tellement changé, c'est tellement, il y a tellement de choses nouvelles que quand tu as la chance d'avoir des collègues qui font leur métier de préparateur physique, c'est bien de se tourner aussi vers eux, quoi. Est-ce que tu te souviens comment tu t'entraînais en muscu quand tu as explosé? Et par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, quelles sont les différences? Je pense qu'aujourd'hui, alors pareil, hein, aujourd'hui, moi, je demande des conseils. C'est très dur de t'entraîner tout seul aussi, quoi. Même si mes séances, je les fais seul ou je les fais avec une collègue, mais c'est très très dur d'avoir un retour sur ce qui va pas, etc. Mais tout de suite, mes séances, elles sont plutôt faites sur mes facteurs limitants, sur ce qui va pas, Qu'est-ce qui te sur limite? moi, ce qui me limite. Ouais, on va rentrer dans des Bah, détails pointus. dis-moi tout, je suis là pour ça. Je veux découvrir les secrets. Comment on fait moins de 11 au 100 mètres, même si tu as fait 11,03 Ce qui me limite, ça va être principalement sur mon extension de hanche et arriver à mettre plus d'extension de hanche au départ surtout. Et ensuite, ça va être arriver à garder et à transmettre plus de force verticale. En fait, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Étienne pour faire les tests avec Jean-Benoît Morin. Donc, j'y suis allé avec un athlète et moi, j'ai dit, bah, j'ai demandé à Jean-Benoît, super sympa Jean-Benoît. Et j'ai dit, est-ce que je peux faire les tests avec mon athlète, il m'a dit oui. Et du coup, en fait, sur les plateformes de force, on a vu que moi, ce qui manquait, c'était cette force verticale hein, qui était pas assez importante pour mon statut, tu vois. Donc voilà, tu regardes ça, tu regardes comment sur les chaînes musculaires, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'en fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ensuite, tu fais ta préparation physique comme ça, tu fais un peu tes séances d'athlétisme en fonction de ça, évidemment en fonction de ta spé. Moi, ma spé, c'est le 200. Et après, tu fais ton programme comme ça, quoi. Et j'imagine qu'il y a 20 ans, ça consistait plutôt en squat, soulevé de terre à la rigueur ou un truc Il y a 20 très ans, basique. je pense que moi j'ai toujours eu un carnet. Je sais pas pourquoi, tu sais, mais j'ai toujours un carnet, j'ai toujours tout noté, j'ai tout noté, j'ai tout noté. Faut que je retrouve mes vieux carnets. Mais il y a 20 ans, je faisais des squats. Autant te dire que la technique, c'était pas ça. C'était des squats lourds, c'était, ouais, on était en squat parallèle, voire même, peut-être pas en squat complet, mais au moins, on cassait la parallèle. Tu vois, le fémur, il passait sous
la tête du fémur, elle passait sous le genou, quoi. Et je faisais ça. Après, je faisais de la pliométrie, des contrebas, des choses comme ça. Mais en fait, c'était plutôt à l'époque, même si ça se fait encore un petit peu maintenant. À l'époque, les entraîneurs, ils donnaient les mêmes séances de musculation et de sprint, que tu sois moi ou que tu sois un autre gars qui fasse 2 mètres ou un autre qui fasse 1,60 m. Et que maintenant, on essaie plutôt de, c'est quoi la spécialité et qu'est-ce qu'un athlète a besoin, quoi. Individualisé, en tout cas. Oui, Parce qu'avant, comme tu avant, on disais, individualisait pas. tu fais une sorte de profilage. Donc aujourd'hui, tes séances de muscu pour le sprint sont vraiment hyper personnalisées, quoi. Est-ce que tu serais. Ouais, Est-ce que c'est des exos classiques? Tu vois, quand tu me dis je manque d'extension de hanche, je me dis tu fais des fentes avec la jambe arrière tendue, par exemple. non. Non. Qu'est-ce que tu fais alors? Moi, j'ai beaucoup été influencé par plusieurs personnes. J'ai été influencé par Franz Bosch. Ok, Donc, ah oui, ok, je donc suis, je je vois. suis très Franz Bosch. Ouais, il est imbuvable, son livre. Mais ça, voilà. Mais t'as fait les formations en réel et c'était mieux. Ouais, ouais. En fait, moi, c'est ce que je conseille. J'ai fait la première formation en France, qui a été faite par Calif à Lyon. C'était je crois que c'était en 2021, quelque chose comme ça. Et j'avais déjà lu le bouquin, le premier, le deuxième. J'avais pas lu le troisième. Et en fait, de faire les deux, ça te permet de comprendre. Sachant que Bosch, il vient quand même du sprint, hein. Enfin de l'athlé en tout cas. Et donc, je suis très tourné Bosch parce que j'aime bien sa méthode et parce que c'est moi, je crois en ça. Et après, je prends aussi de mon expérience. Je prends aussi, je suis influencé par aussi Jérôme Siméan parce que je trouve qu'il a une manière de voir les choses qui est intéressante. Et aussi par Arnaud Ferrec. C'est Ok, un pro FTS, je vois. Prof TS, ouais. Moi, j'ai fait Prof TS trainer. Donc, en fait, toi, tu fais un peu, tu prends ces choses-là. Il y a évidemment, après, l'expérience que j'ai eue, ce que m'ont fait faire mes entraîneurs, ça aussi, tu vois, ça compte, mais tu essaies de faire un truc et chaque année, tu évolues. J'essaie de lire des livres, tu vois, de temps en temps, de faire des formations. Et tu évolues comme ça, de t'inspirer, de parler avec des collègues. Tu vois, là, je suis parti 2 semaines et demie aux États-Unis. On va en Euh, parler. en Floride, là, où il y a tous les gros groupes d'entraînement. C'est pas la première fois que j'y vais. Et du coup, je m'inspire, quoi. Je vois des trucs, c'est, ça m'en fout, tu vois. Mais c'est hyper intéressant, tu vois. Donc, en fait, tu t'inspires de ça et en fait, au fur et à mesure, tu avances comme ça, quoi. Ça m'a toujours pas dit quel exercice tu faisais. Pour l'extension des hanches, Ouais. alors, Qu'est-ce que tu exercice fais? pour expansion des hanches, par exemple, tu peux faire, tu te mets dans un GHD, jambes, allez, on va faire jambes tendues, une seule jambe, ok, et tu fais des relevés de Ouais. tronc sur un GHD, jambes tendues. Donc là, tu es plutôt dans ton fessier. Après, si tu veux travailler ton ischio, tu fléchis le genou. Hop, tu viens juste casser un peu le genou. Et après, tu peux faire des rebond jump. Tu prends une barre et tu lâches la barre et tu reprends la barre, tchac, 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 pour remettre des grosses tensions dans ton ischio. Tu as tout ce côté un peu plus pliométrique que excentrique, concentrique. Et ça, tu fais ça depuis longtemps, ces séances hyper spécifiques par rapport au profilage? Pour moi ou pour mes athlètes? Pour toi? Pour moi, je l'ai fait, depuis 2019. Ouais, depuis 2019 à peu près. Et est-ce que t'as accéléré ou t'as juste réussi à te maintenir? J'ai réussi à me maintenir. J'ai réussi à me maintenir l'année dernière. J'ai fait une très belle perf. Je fais 22,4 en salle, sachant que mon record c'était 22,3. Donc tu vois, un dixième. C'était vraiment cool. Après, malheureusement, j'ai chopé la mononucléose. Tu vois, ça c'était moins cool. J'ai refait des bonnes perfs. Non, là où je chute, là où j'ai le plus chuté, bizarrement, c'est sur mon accélération. Et je le vois sur tu vois, là, je vais plutôt tourner entre 7,20, 7,30, alors qu'avant, je faisais 7,1, 7,15 facilement. Donc, tu vois, c'est l'axel. L'axel, mais parce que je courais pas pareil, parce que mon profilage a changé et je me blessais énormément. Plus le temps passe, bah, le corps est le corps, hein. Plus le temps passe, plus aussi tu te blesses. Donc, tu essaies d'être plus intelligent sur la récupération, tu essaies d'être plus intelligent sur ce que tu manges, sur comment tu dors, etc., etc. Et ça avance comme ça, quoi. En fait, ma perf sur 200, elle a changé. Elle n'a pas forcément changé en termes de temps, mais la course en elle-même a changé à l'intérieur. Dans le sens où, comme tu démarres moins vite, tu tiens plus, t'as une meilleure résistance, comme on disait à l'époque? Je pense que exactement, j'accélère moins vite, mais j'ai une meilleure résistance parce que j'ai un meilleur mouvement. Et souvent, on se trompe entre le mouvement et l'énergétique.
Est-ce que tu Je peux sais pas si tu développer? vois. je- Pour moi, maintenant, si tu as un mouvement qui est plus économique, qui est plus fluide et qui est plus facile, ça te permettra déjà de moins te blesser, d'aller plus vite et aussi de le maintenir plus dans le temps. Si tu as un mouvement qui est plus crispé, plus en force, bah, tu vas utiliser beaucoup plus d'énergie pour aller peut-être à la même vitesse, voire même en dessous, et tu vas utiliser énormément d'énergie, alors qu'en fait, cette énergie-là, elle pourrait être orientée d'une meilleure manière. Donc, et souvent, en fait, j'ai l'impression, en tout cas en athlétisme, je le vois un peu comme ça, j'ai l'impression qu'on se trompe entre énergétique et mouvement, et la qualité du mouvement. Et les entraîneurs, ils vont voir un athlète, c'est ce que je faisais au début, et c'est ce qu'on m'a fait faire aussi. Ils vont voir un athlète qui finit pas un 100 mètres, par exemple, ou qui finit pas un 200, ou qui finit pas un 400, et ils vont se dire, ah, il finit pas ses courses. Ah bah ça veut dire qu'en fait, énergétiquement, il est pas bon. Du coup, je vais lui remettre des grosses charges d'entraînement dans la gueule. Je vais reprendre des grosses charges de lactique. Et en fait, moi, j'essaie de me dire, peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est que son mouvement, il est pas efficace, que sa chaîne musculaire, elle est pas très bonne ou pas efficient. Peut-être qu'il y a un blocage, peut-être qu'il a pas une bonne vitesse maximale et du coup, bah, c'est plus facile de maintenir une haute vitesse maximale quand elle est à 40 et que tu cours à 39 que quand tu cours à 39 et qu'elle est à 39,2 quoi. Ça, c'est une question aussi de pourcentage, quoi. Donc, j'essaie plutôt de voir le mouvement maintenant. Et je vois exactement ce que tu veux dire. Bah, comme je viens de l'athlé à la base, on voyait bien que des fois, les gars perdaient la course sur 100 mètres parce qu'ils se crispaient, quoi. Ils étaient moins fluides. Et souvent, bah, l'époque Maurice Green, tout ça, les mecs tiraient la langue à la fin. On voyait qu'ils étaient vraiment détendus du visage alors que d'autres crispaient. Et on voit que j'ai l'impression qu'ils perdaient la course parce qu'ils se crispaient, justement. Et ils n'avaient plus cette Ouais. fluidité qui, bah, on le sait, est essentielle dans la plupart des sports pour performer, hein. Si tu crispes, c'est fini, quoi. Il y a plus de. Il y a plus de... On le voit beaucoup sur Asaf Apoel. Asaf Apoel, ça a toujours Ah été un ouais. très grand athlète qui Quand a il est fait tout de seul. grosses perfs en meeting Ouais, tout seul. exactement. Et tu Exactement. regardes, il a fait des 9-7, mais tu as l'impression qu'il fait un footing, quoi. Et à l'inverse, quand il était avec des Ah ouais, concurrents c'était de sa mort. taille, il se crispait et il faisait des 9-9, 10-0, tu vois, il n'arrivait pas. Et pourtant, pour moi, c'est un des athlètes qui court le mieux. Je pense même qu'il court en termes de technique de course, qui court presque mieux que Usain Bolt. Après, Usain Bolt, il avait des segments plus longs, il avait peut-être ce côté de guerrier qu'avait pas Asaf Poel, etc., etc. Tu vois, c'est pas parce que tu cours le plus vite que tu as la meilleure technique. Même si Bolt, il n'a pas une technique dégueulasse, hein. Mais pour moi, par exemple, Asaf Poel ou Marcel Jacob, c'est quand même des gars qui ont des techniques très très propres. Ou Carl Lewis. C'est quoi une technique propre? Parce que, comme je te disais avant le podcast, moi j'étais plutôt, quand j'étais gamin, à m'identifier à Michael Johnson quand j'ai commencé l'athlé, avec son fameux cycle arrière, bien droit, tout ça. Comme j'ai fait de l'athlé, je pense voir de loin quelle est la bonne technique, mais toi, si tu devais me l'expliquer, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi? C'est de monter les genoux, d'aller griffer? Bah, tu C'est vois, ça quoi? pareil. En fait, ça c'est pareil. Tu vois, en France, on parle beaucoup du griffé, quoi. Moi, j'ai commencé à leur expliquer ça aux États-Unis, tu vois. Ils m'ont regardé, ils sont foutus de ma gueule, quoi. Ah Tu vois, aux bon? États-Unis, ils parlent pas de ça, quoi. Donc, en fait, ça aussi, c'est assez bizarre. Moi, je dirais, et c'est ce que je dis à mes assistants, là, une bonne technique de sprint, c'est quand quelqu'un qui connaît rien au sprint voit que c'est facile. Et quand moi, par exemple, je vais regarder un sport où je connais pas du tout le sport et que je vois que c'est fluide et c'est facile, bah, c'est forcément une bonne technique. Quand tu vois que ça commence à crisper le visage, à monter l'épaule, les bras, ça commence à partir dans tous les sens, tu sens qu'il y a des trucs qui se passent qui sont pas très très bons. Donc juste regarder et se dire, est-ce que ça a l'air facile pour le gars ou pas? On en, on en revient un peu aux préférences motrices alors. Chacun s'organise à sa façon, et donc t'as des bases communes, mais t'as des spécificités propres à chacun alors. Ouais, alors les Alors vas-y, bah, dis-moi. préférences motrices, moi je suis pas T'es pas trop fan? ouais, je suis pas trop fan dans le sens où je pense que en fait pour moi ils confondent deux choses. Alors du coup je me permets parce que j'ai été un petit peu formé au sein d'une structure et au sein d'un club sur les préférences motrices parce que ça me paraissait bizarre. J'ai dit bah je vais quand même j'ai fait une journée de formation. Alors je connais pas tout, hein. Une journée tu peux pas tout connaître mais au moins. Et en fait je pense que le diagnostic il est pas forcément faux. Genre sur est-ce que tu es plutôt terrien, aérien, est-ce que c'est plutôt devant, est-ce que tu es plutôt associé, dissocié. Ça, c'est pas forcément faux, tu vois.
Mais par contre, je suis pas d'accord sur la manière d'interpréter le diagnostic. C'est-à-dire que, je te donne un exemple qui est très vulgaire. Tu prends un mec qui est complètement, on va prendre les termes des préférences motrices, tu vas prendre un mec qui est complètement associé et très octarien. Donc le gars, il est très sur les talons, limite il attaque talons, etc. Il est très très vers le bas, etc., etc. Moi, j'ai jamais vu personne en sprint qui court en attaque talon. Non, non, il n'y en a pas, ouais. C'est sûr que non. Et quand tu regardes une chaussure, une spike, les pointes, elles sont pas à l'arrière, hein, elles sont à l'avant. Et il y a une angulation de la chaussure qui fait que même ça te demande, c'est un drop négatif, une chaussure, une pointe de sprint, c'est un drop négatif, c'est-à-dire que les orteils sont plus hauts que le talon pour étirer encore plus le tendon d'Achille, la voûte plantaire, etc. Donc en fait, tu as quand même, en fonction du sport, une demande qui fait que bah, si tu es un pur terrien, si tu veux te mettre au sprint, tu vois, je prends les termes des préférences motrices, si tu veux te mettre au sprint, bah, faut quand même essayer de ressembler un peu à un aérien. Même si Kim Collins était très, Champion du monde à Paris, hein, Kim Collins. Hein. selon les préférences motrices, Kim Collins était très, très autérien, quoi. Il faut regarder, ça me semble logique qu'un pilier soit un peu plus terrien qu'aérien. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pour ça que les préférences motrices, moi, je fais un peu attention à ça. Parce que pareil, moi, par exemple, je suis très associé, donc j'ai du mal à dissocier ma hanche de mes épaules. Et quand j'avais fait un petit peu de rugby à 7, c'était dur pour moi de regarder ce qui se passait à gauche ou à droite parce que j'avais du mal à tourner, tu vois. Mais en sprint, tu as besoin d'avoir une liberté du rachis entre ton épaule droite et ta hanche gauche et que euh, le, 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 le corps CORE, tu vois, il soit bon, mais il soit aussi flexible, quoi. Il faut qu'il y ait des rotations dans les trois axes. Et il faut pas que rester les épaules en bas. C'est normal si les épaules, elles se lèvent, elles montent, elles descendent, elles partent devant, elles partent derrière. Et c'est normal, tu vois. Et quand tu es trop associé, tu as du mal à faire ça. Alors qu'il faut essayer d'aller chercher un petit peu ça. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à mon domaine d'expertise qui est la morphoanatomie, les longueurs osseuses et musculaires, où je peux dire, voilà, cette personne n'est pas faite pour être champion, mais ça n'empêche pas que on va trouver des solutions pour qu'elle puisse faire le mouvement et quand même progresser et atteindre un bon niveau pour elle. C'est ça. Exactement. Et donc, j'ai l'impression que ça ressemble à ce que tu dis. Exactement. C'est ça, en fait. C'est que, tu vois, moi, j'entraîne des sprinteurs. Et maintenant, depuis quelques années, je me suis tourné aussi vers la préparation physique des athlètes qui font des sports à haute vitesse. Donc le foot, le rugby, basket, foot US, baseball, etc. Et évidemment, bah déjà, tu prends l'athlète comme il est, et le but, c'est pas d'en faire un Usain Bolt. Le but, c'est de faire progresser la personne. C'est un peu comme t'as quelqu'un qui vient te voir et qui dit, ouais, moi, je veux faire, une fille qui vient te voir, qui dit, ouais, moi, je veux faire de Miss Bikini à IFBB. Bon, bah, tu regardes ses longueurs de membres, tu regardes ses trucs, tu fais, bon, ça va être compliqué, tu vois. Mais en tout cas, on va pouvoir, par la diète, par l'entraînement, te donner un meilleur physique que tu as actuellement. Bah, en fait, nous, c'est un peu pareil, quoi. Moi, j'ai des athlètes, je sais très bien leur max potentiel, je sais à peu près où c'est. Ils feront jamais 19 secondes au 100 mètres, tu vois. Au 19 secondes au Au 200, 200. tu vois. Tu vois. Donc, mais c'est pas pour ça qu'il peut pas le faire progresser, en fait. Bon, aujourd'hui, tu es entraîneur d'athlètes à temps plein? Non. Je suis pas entraîneur d'athlète à temps plein. J'ai deux grosses casquettes. Ma première casquette, c'est entraîneur préparateur physique. Et ma deuxième casquette, c'est formateur sur des BP, des DE, des CQP, D'athlètes. des formations. Pas que. Non, pas forcément. Tu vois, par exemple, j'ai des DU en rugby qui ont besoin de comprendre comment fonctionne la vitesse. Les BPGEPS, APT, par exemple, c'est plus APT, tu fais, ah ouais, original. APT, mais tu vois, athlétisme au sens large. Ok. Les BP muscu, AF, BPAF, plus sur tout ce qui va être profilage force-vitesse dans le sprint. Parce qu'ils ont vu les profilages force-vitesse dans la muscu, mais pour leur expliquer ce que c'est dans le sprint, qui est la même chose aussi. Là, je donnais des cours aussi pour, par exemple, l'école de Haute-Calif formation pour des kinés, pour leur expliquer, voilà, retour de blessure, pourquoi tu te blesses, comment tu te blesses, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'il faut regarder aussi
avec la personne, si elle s'est blessée, d'essayer de changer un petit peu sa technique parce que les kinés deviennent aussi de plus en plus préparateurs Bien physiques. sûr. Tu vois que les salles de kiné, hein, enfin, je sais pas si tu t'en souviens, moi, il y a 20 ans ou Oh, 25 il y ans, les avait salles de rien. kiné, Il y avait un Swiss Ball qui se battait en duel, un petit Bosu, et encore pas un Bosu, il y a une plateforme qui bougeait un peu. tu vois, moi, c'était, on me mettait les patchs, boum, 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 on me mettait l'infrarouge, là, je sais plus comment ça s'appelait, là. Tu faisais ça, tac, avec un peu de, enfin, voilà, et massage, et voilà, quoi. Maintenant, c'est des préparateurs physiques, les kinés. Donc voilà, j'ai deux casquettes. Et donc à côté, tu entraînes en athlé Ouais. depuis longtemps? Ouais, je t'ai dit, j'ai commencé à entraîner, avant j'entraînais les plus jeunes, mais j'ai commencé vraiment à entraîner les sprinters depuis 10 ans. Un peu moins de 10 ans, ouais. Comment ça s'entraîne un sprinter? Parce que tout à l'heure, tu parlais de 2, 3, 4, 5 séances. J'imagine que bah, forcément, en fonction de tes ambitions et puis du niveau que tu as, bah, c'est progressif. Mais, et je voyais dans tes stories, ce qui m'a donné envie aussi de faire le podcast, par rapport à tes retours aux US sur lesquels on va revenir après, euh, qu'il y avait différentes façons de voir cet entraînement de sprint. Euh, Comment ça s'entraîne donc un sprinter? Est-ce qu'il y a des séances, on va dire, tout à l'heure tu parlais des séances lactiques, mais genre, je vais mettre un contexte. Tu fais du 100 mètres, Ouais. euh, comment se découpe ta semaine? Imaginons que tu es un athlète, tu t'appelles Jérémy, tu fais 11,03 au 100 mètres. Comment se découpe ta semaine si tu veux progresser et faire moins de 11? Alors déjà, il faut savoir qu'en France, il y a très très peu d'athlètes qui sont pros, qui font que ça, tu vois. Moi, j'ai la chance d'avoir deux athlètes qui sont pas pros, mais qui font quand même que ça. Donc, c'est leur vie, c'est ça. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'agencer ça. À l'inverse, tu vois, j'ai un autre athlète qui a un travail, donc bah, lui, tu peux pas l'entraîner 2 fois par jour. Donc, tu es obligé de l'entraîner quand il sort du travail, etc. En fonction des besoins. Donc, en fait, tu as déjà un agenda à respecter des possibilités ou non de la personne, enfin, du sportif. Et est-ce que si je m'entraîne qu'une fois par jour, je serais forcément moins bon qu'avec deux fois? Je pense qu'au bout d'un moment, si la qualité est respectée, le volume doit être présent. Mais pour moi, la qualité prévaut en sprint, la qualité prévaut sur le volume, largement. Après, aux US, ils font presque l'opposé de ce que je te dis, tu vois. Donc, tu vois, des fois, je me rends Ah, ils font beaucoup de volume et avec moins de qualité? ouais, ils font beaucoup de volume et ils essaient de mettre de la qualité dedans, ouais. Ah, pas forcément intensité maximale, mais à des intensités à 70-80%. Et ils font du volume. Ouais, des séances qui durent 3 heures, des fois 3 heures et demie, 4 heures, c'est long, quoi. C'est un peu long. À quoi ça ressemble donc une semaine type? Une séance Imaginons que quelqu'un s'entraîne deux fois par jour. Est-ce que c'est vraiment deux séances de sprint? Non. Ok, on part sur le principe il peut s'entraîner 2 fois par jour. Ouais, On va ouais. dire ça. Ok? Décris-moi un peu que je vois, parce que quand j'étais gamin, moi je cherchais des infos sur les Typique. sites et il n'y avait rien, tu vois. Il y avait rien de rien, et donc bah, je faisais un peu de sprint, tout ça, mais j'en faisais deux, trois fois par semaine. J'étais sprinter Alors, débutant. ok. Moi, j'ai trois thèmes de séance. La première séance, c'est de la course, au sens très très large du terme. Ma deuxième séance, c'est de la préparation physique, au sens très très large du terme. Et ma troisième séance, c'est tout ce qui va être plutôt automassage et mobilité extrême. Ok. Ok? Donc, on va prendre quelque chose d'utopique qui marchait, que j'ai fait l'année dernière. Le lundi matin, ça peut être vitesse. Donc, principalement, lundi matin, tu as une certaine fraîcheur, donc tu peux faire du chariot, du 10-80, de la vitesse maximale, des choses comme ça. Sur quel volume? Parce que tu parlais de qualité. Est-ce Ouais. que est-ce que tu as, tu vois, comme tu donnes des cours en BP muscu, souvent on caricature et on dit voilà pour l'hypertrophie, c'est à peu près 100 répétitions par muscle. Bah, par exemple, Peut-être tu as une caricature à me donner? ouais, sur les phases d'accélération, tu vois, donc là, on sait que la vitesse maximale, elle arrive à peu près aux 40 mètres. Donc, on va faire des 30 ou des 40 mètres en accélération. Par exemple, si je te donne, donc il y a le thème, c'est accélération. Que ce soit avec un chariot, que ce soit sans rien, que ce soit avec des côtes, que ce soit avec un 10-80, et ben le volume, tu vois, ça peut être 3 séries de 3 reps sur 30 mètres. Donc ça fait 9 fois 3, 27, ça fait Hein. 270 mètres de volume. Voilà, avec des longues récup. Voilà, avec des récup où tu vas être à 5, 6 minutes de récup et 8, 10 entre les blocs, tu vois. Parce que nous, on fait des sports courts au 400 mètres, ils cut un peu les récup parce qu'au 400, ils ont besoin d'avoir ce côté état de fatigue un petit peu. Ok. Donc voilà, tu peux faire ça le lundi. Après, l'après-midi, tu peux faire ta muscu, enfin, ta préparation physique. Donc, que ce soit avec de la musculation, que ce soit avec des contre hauts, des contre bas, enfin voilà, la préparation physique au sens large.
Après, le mardi, ça peut être, par exemple, donc lundi, c'est un jour un peu high. Le mardi, ça peut être un jour un peu low. Donc, tu fais ta mobilité, tu fais tes automassages, tu peux aller voir le kiné, etc. Le mercredi, tu peux faire un jour médium où, par exemple, tu vas courir et tu vas faire un tempo run. Donc, tempo run, c'est 70% de ta vitesse. Donc, les gars qui courent en 10-50, là, que j'ai, c'est 16 au 100 mètres et moi, je le fais, non, c'est 15 au 100 mètres et moi, je le fais en 16 au 100 mètres. Donc, en gros, c'est cette base-là. Donc, sur 200, ça fait 30. Euh, et euh, Et donc là, c'est sur que du travail technique alors, parce que pour eux, c'est rien En du tout. fait, là, c'est le début de la vitesse maximale. 70% de ta vitesse maximale, c'est le début de la vitesse maximale. Donc, c'est quand même une technique de course assez bonne, mais ça reste très light. Donc là, tu fais du volume. Tu vois, c'est 20 fois 100 mètres avec des récup de 1 ou 2 minutes. Tu vois. Et tu cours, tu fais 15 secondes, tu récupères, tu cours. Voilà, c'est le tempo, quoi. Ok, mais est-ce que ça, pour toi, c'est une séance d'endurance pour le sprint? Ouais, on pourrait le voir un peu comme ça, quoi. Après, ça dépend si tu es vraiment sur quelque chose d'extensive, où tu vois, tu vas vraiment respecter ces 70% et tu vas faire du volume, ou tu es plutôt sur un truc intensif, bah, on peut monter à 80, 85%, 90%, tu vois, après, là, on rentre sur du lactique. Voilà, ça dépend vraiment un petit peu ce que tu veux faire, quoi. Ok. C'est plus ça, quoi. Après, le mercredi, tu peux refaire une séance de préparation physique le soir, mais tu peux faire un peu moins de volume. Le jeudi, tu peux refaire ta mobilité, donc hop, là-haut, avec la kiné, avec les automassages, etc., etc., et essayer d'avoir vraiment ces muscles qui arrivent à se relâcher, se Ah, relâcher, se qui relâcher. reste fluide pour être fluide, quoi. Ouais, parce que si tu as un muscle, si ton quadril est comme ça, si ton ischio il est comme ça, quand tu vas redemander de faire la flexion, extension extrêmement rapidement, bah, tu sais, c'est avoir des Ouais, ouais, fibres, t'auras une latence qui va se tu mettre. vois. Et après, vendredi, tu peux faire une séance un peu plus typée énergétique, tu vois, avec, tu peux faire des 200, des 300 ou des 150 où ça va un petit peu plus vite, ou tu peux faire des bondissements, tu vois. Moi, j'aime bien aussi le vendredi, faire des bondissements. Là, en début de saison, je faisais plutôt du conditioning, tu vois, des choses où pendant 1 heure et demie, ça n'arrêtait jamais. Tu vois, c'était footing, hop, ils faisaient des 50 mètres de crapaud, footing, 50 mètres de montée de genoux, bam, footing, etc., etc. Et après, le samedi, il y en a, ils font des côtes. Moi, je les calme un peu, je fais un peu mobilité. Ça me permet de redescendre. T'es toujours aussi orthosympathique, parasympathique. Tu vois. Si t'es toujours à mettre des grandes charges dans la gueule tout le temps, tu vois, ben, le système, il est toujours en haut, tu vois. Et le but en sprint, c'est vraiment d'arriver à être en haut quand il faut et d'être en bas quand il faut, tu vois. Je te donne un exemple un petit peu avec la nature. Tu regardes les félins, c'est les êtres les plus explosifs, pardon, sur Terre. Les gars, ils marchent 99% du temps, on va voir 99,5% du temps. Par contre, quand il faut y aller, quoi. Et nous, c'est un peu pareil, tu vois. Tu vois bien, les sprinteurs ou les lanceurs, c'est toujours les mecs qui marchent à 2 à l'heure, quoi. Ils sont là, comme ça. Ils marchent à 2 à l'heure. Tu vois, ils sont pas énervés, hein. Les sprinteurs, les lanceurs, ils sont pas énervés, ils sont là, comme ça. Par contre, ceux qui font du 400, du 800, les demi-fondeurs, ils sont toujours un petit peu speed. Tu sais, ils marchent vite, ils font des footings, ta, ta, ta. Alors que parce que nous, on nous demande que quand il faut être à fond, faut vraiment être à fond, quoi. Faut pas être à 99, faut être à 100%, quoi. Oui, je vois, c'est une question de fraîcheur nerveuse un peu. C'est Je vois. ça. Et est-ce que tu utilises en ce sens le HRV pour les sprinters? Je l'ai utilisé avec tu sais, le truc là, mais Ouais, c'était ouais, très, j'ai plus le nom, mais je ouais, vois. je sais, c'était HRV for Training, ou enfin, tu sais, il y a plusieurs applications. J'ai un collègue là ici, un collègue qui fait plutôt du demi-fond, qui utilise énormément, mais c'est très lourd. C'est bien, hein, c'est hyper fiable, hein, mais c'est très très lourd à l'athlète. 4 minutes debout, 4 minutes allongé. Tu vois, même moi je l'ai fait, c'est vraiment lourd. Et du coup après, il y avait deux outils, mais j'en utilise qu'un seul, c'est ça là. C'est quoi, c'est un Whoop que t'as? Ouais, c'est un hook, ouais. T'en es content? Franchement, je sais que c'est moins fiable parce que c'est un capteur infrarouge. Donc c'est moins fiable que ça, tu vois, que le La capteur ceinture? thoracique, évidemment. Par contre, tu as un capteur de température, tu as un capteur de respiration et tu le portes toute la journée. Et franchement, et t'as pas à te faire chier à faire un truc, machin, le matin et tout. Pour moi, c'est génial. Vraiment, Et, j'en et- suis. et c'est assez fiable par rapport à ce que tu vois, à ce que tu ressens? Ouais, ouais. Ternin, ils me disent même, ah, mais les matins, on sait si on est fatigué ou pas, tu vois. Pourquoi toi, tu as besoin d'avoir un truc? Ok, j'entends l'analyse, tu vois. Mais c'est quand même intéressant.
surtout sur les athlètes que j'ai qui l'ont, de me dire, tu vois, le gars, il me dit, ouais, je suis mort et tout, et qu'en fait, je vois son truc, il est plutôt dans le vert et ça va. Je me dis, bon, ça a l'air d'aller. Ok. À l'inverse, je vois que on arrive en période de compète, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Tu fais, bon, là, on va prendre 3 jours off, parce que là, il est carbo. Et à l'inverse, ça nous permet aussi, le staff, de voir au global quelque chose de plus, comment dire, je te donne un exemple. J'avais un athlète qui avait son score, son HRV, tout, qui faisait que monter. Donc, de septembre à décembre, ça faisait que monter. Comme ça, comme ça. Ça, c'était nickel. Et ensuite, malheureusement, on arrive en période de compète, donc janvier-février. Et en janvier-février, ça faisait que descendre, ça faisait ça. On se dit, putain, on comprend pas, tu sais. Fin de la dernière compète, championnat de France élite, le truc, il remonte comme ça. Donc là, on s'est dit, waouh, c'est bizarre et tout. Et moi, j'en ai conclu, avec, enfin, moi déjà et après avec l'athlète, qu'en fait, la période de compétition importante mettait beaucoup trop de pression psychologique sur l'athlète et lui, il devait créer beaucoup trop de cortisol, de stress et du coup, toutes ces datas, elles chutaient quoi. Et c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Donc ça, c'était intéressant sur ce capteur-là d'avoir ces données-là, tu vois. Ok, ouais, je vois. Mais merci de ton retour sur le Whoop. À chaque fois, j'hésite à tester. Ça m'a donné envie de tester. Non, non, franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je le conseille. Là, t'es parti aux US, justement, là où tu avais déjà été, a priori. Qu'est-ce Ouais. que tu as été faire là-bas? T'étais t'entraîner M'entraîner, voir ce qui se passait. mais là-bas, t'es pas un peu lent par rapport aux jeunes étudiants Ah si, moi, je tu prends des prends des cartouches. raclés, non? Ouais. Moi, je m'entraîne avec un gars là-bas. Avec les Donc, tu sais, filles. je m'entraîne avec des gars et des filles. Ouais, exactement. Bon, les filles, ça va quand même encore. Mais je m'entraîne avec des gars qui ont la moitié de mon âge, donc ils ont 17 ans. Et ah oui, ils mettent des fessées. Hein. Ils mettent des fessées, mais ça va. Par contre, je m'entraîne avec un autre gars qui a fait les jeux là, qui a fait 20,3. Autant dire que c'est 70% à lui, c'est mes 80% à moi. Donc, quand il tourne les 150 mètres en 20 secondes, à lui, il est facile. Moi, je suis en 20 secondes aussi, mais c'est pas pareil, tu vois. On avait des 400 mètres en 60. Moi, je les ai fait en 62, les 400. Lui, il les a fait en 60. Tu sentais que c'était quand même plus facile. Ouais, quand le mec au 200, il te met 2 secondes par rapport à ton record, tu sens la différence, quoi. Mais c'est bien. Et donc, en termes d'entraînement, c'est vraiment différent. Parce que tu Ouais. dis que tu avais déjà été, tu avais juste été pour une compétition, tu avais déjà été voir comment ils s'entraînaient à Non, l'époque. non, j'ai déjà été voir. Non, non, j'ai déjà été voir un petit peu ce qu'il faisait. Mais Est-ce que ça a je évolué regarde. déjà par rapport à quand tu avais été? Non, parce que j'y suis pas allé il y a 10 ans, puis après maintenant, tu vois, c'était assez récent. Les, euh, les trajets que j'ai fait, les voyages que j'ai fait, c'est assez récent quand même. Et en fait, à chaque fois, ça me permet un peu de voir ce qu'ils font. En fait, déjà, quand j'arrive là-bas, j'essaie de ne pas avoir la casquette d'entraîneur. J'essaie de me dire, j'enlève ma casquette d'entraîneur, je suis juste athlète et je fais ce qu'on me dit. Parce que Mais, sinon, mais, en mais, fait, mais, mais ils t'accueillent comme ça, t'as même pas besoin de dire si, bah, non, non, après, c'est business. Hein. Non, comment ça, ça attends, marche. c'est business. Bah, déjà, tu contactes le coach, il te dit, c'est temps, C'est tu combien? vois. Tu peux dire ou Le pas? coach, non, ouais, non, après, Tu me diras en antenne alors. non, 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 moi, je peux en parler. Mais le, euh, C'est pas le donné quoi. coach, lui, non. Le coach, lui, il prenait 180 euros la séance et il me dit, ouais, tu connais un tel machin, donc je te fais un discount à 90 $. Tu vois. Ok. Donc 90 $, et t'en fais pas beaucoup des séances. Tu vois, tes séances de préparation physique, je vais les faire tout seul. Mais il y a des séances, c'est intéressant quand même. Et tu fais pas les 6 séances parce que bah, ça crée un budget quand même. Hein, c'est quand même un budget. Voilà. Moi, j'ai un autre collègue là qui est parti en stage là-bas, qui avait demandé à un autre coach. C'est pas des coachs. C'est des coachs très bons, mais c'est pas des coachs qui ont Ouais, c'est pas John les. Smith quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, c'était incroyable. C'était genre 800 euros, 800 dollars la semaine, tu vois. C'était 800 dollars la semaine. Donc, Ouais, mais ça va vite, tu vois. Si te fait, là, il t'a fait un discount, mais si te fait 150 la séance en assis, ça fait 900 $ la semaine quoi. ouais, c'est ça. Ça va Après, super vite, hein. ouais, on avait fait un autre stage avec un de mes athlètes et un collègue entraîneur. Et pour l'athlète, chaque journée, c'était 100 euros. Ça, ouais. Ok. Bah, c'est un business. Hein. De toute manière, là-bas, tu le sais, hein, notre modèle économique en France, il a rien à voir avec ça.
Mais moi, ça me permet aussi de m'entraîner, c'est cool, tu vois. Et ça me permet aussi de faire de l'auto-formation. C'est une sorte d'auto-formation, de toute manière. Donc, c'est un investissement, hein. Donc, je regarde pas. Et comme il y a d'autres groupes d'entraînement, la dernière fois, il y avait Linford Christie. Je sais pas, Ah je oui, sais bien sûr, je connais Linford Christie, champion voilà. olympique 92. Ouais, balèze, hein, il était vraiment Disqualifié, balèze. 96 malheureusement. Ouais. Ouais. Et du coup, il y avait lui en tant que coach avec ses athlètes, etc. Donc, il y avait un athlète français. Donc c'était intéressant. Il y avait un autre coach anglais qui était là en stage c'était au mois d'avril. Après, j'avais vu d'autres athlètes, j'ai vu des Bahaméens, je me suis entraîné avec des Portoricains. Je me suis entraîné une fois, c'était une speed resistance sur 60, 80, 100, 80, 60. Et le gars, il me dit, ouais, le coach, il me dit, ouais, tu vas avec eux là-bas, machin. Donc moi, naïf, tu sais, je me mets avec eux et tout. Bon, autant te dire que j'ai couru avec les filles. Les filles, je veux pas qu'elles me battent quand même. Donc je dis, bon, et après, je voyais pas trop qui c'était, t'es dans ta séance. Après, tu regardes les réseaux comme ça et tu fais, ah, en fait, c'était elle avec qui, tu vois, c'était elle avec qui je me suis entraîné, qui était au jeu, tu vois, en finale du 400, machin. Et lui, il était en finale du 400 et aussi, tu vois. Donc, tu vois, c'était vraiment des athlètes d'un très, très haut niveau mondial, quoi. Et donc, par rapport à la semaine que tu as décrit, euh, que tu fais faire à peu près en France de manière caricaturale, eux, ils font vraiment beaucoup de volume. Ils font beaucoup plus de, moi, ce que j'appellerais de la résistance à l'effort en sprint. Ouais, mais différemment. C'est-à-dire que nous, tu C'est-à-dire, vois, la résistance à l'effort, on va la faire en courant. Tu vas en faire beaucoup de kilomètres. Eux, ils vont la faire avec des cloches, avec des foulées, avec des escaliers, avec des côtes, tu vois, avec des chariots, tu vois, et tu vas en bouffer comme ça, quoi. Tu as des trucs, des volumes importants sur des exercices qui seraient à dominante intensité, quoi. Même si t'es pas à intensité max. De toute manière, à la fin, au début, tu t'amuses à être à intensité max. Au bout de 30 minutes, ton corps, tu vois t'as ce plus qu'il de te reste cuisses, à quoi. faire. Voilà. En fait, voilà. Tu sais, c'est un petit peu comme tu sais, en sport co, ils disent j'ai pris le second souffle. En fait, tu es obligé. Tu es obligé de te dire, donc là, il faut que je sois hyper quali, un peu comme en haltérophilie. Là, il faut que je sois hyper quali parce que sinon, je vais exploser. Je vais exploser. Est-ce que c'est pas un peu la méthode du survivant, tu vois Si, c'est ça. Mais on parce met qu'il on met un volume de dingue, celui qui survit est champion, et en fait, tous les autres vont péter, parce que là, ça me paraît. c'est ça. Exactement. Mais Parce que en là, fait, tout à l'heure, tu parlais d'un 20 fois 100 mètres à 70% par exemple pour tes athlètes. Là-bas, vont faire 40 fois 100 mètres, quoi. une fois, il y avait une séance, je l'avais lu dans un article. Je crois que c'était, je sais plus si c'était Flo Jo ou si c'était une autre athlète, c'était une femme. C'était le 100 fois 100 mètres. Ok. Donc ça fait 10 000. Pour une sprinteuse ou un Ouais, sprinter? pour une Ouais, c'est sprinteuse. c'est énorme. Ça fait 10 km, 100 fois 100 mètres. Quand tu dis un athlète, tu as 100 fois 100 mètres, je t'assure que psychologiquement, c'est compliqué. Mais il y a ça aussi, c'est que c'est tellement dur, c'est tellement long et c'est tellement dur que je pense qu'ils ont après les Américains, ils ont une force psychologique que nous, on n'a pas, déjà, parce que eux, c'est les rois du monde. Ils ont rien fait, mais c'est les rois du monde. Nous, en France, on se tire un peu vers le bas, tu vois, c'est un peu notre mentalité. Euh, donc, c'est un petit peu ça. Et après, je pense qu'ils sont habitués aussi au collège ou en université de faire beaucoup de volume. Du coup, ils arrivent avec les entraîneurs pros. C'est pas très grave parce qu'ils font quand même beaucoup de volume. Nous, les cadets, la Fédé, ils vont te dire qu'il faut les entraîner deux, trois fois par semaine, 1 heure et demie d'entraînement. Bah, ok, c'est bien, tu vois. Donc, tu arrives en espoir, tu t'entraînes 5, 6 fois par semaine. Mais quand certains athlètes, ils sont en espoir, là, et qui passent après en université là-bas, et bah, certains, ça leur fait bizarre, quoi. Mais c'est vrai, c'est le double volume, quoi. Ouais. Bah, ils s'entraînent 2 fois par jour, ils s'entraînent à 6 heures du matin. Mais après, il y a tout aussi aux États-Unis, quand tu es pro ou quand tu es athlète universitaire, il y a tout qui est fait aussi pour que tu puisses récupérer, pour que ça se passe bien, quoi. Déjà, il fait chaud toute l'année en Floride. Après, tu as des massages, tu vas quand tu veux. Les masseurs, ils sont à 24 sur 24. Tu as des barres à protéines. Tu sais, c'est comme dans les équipes pro en France, tu as des canapés, tu as tes prods, ta boisson de récup, tes compléments alimentaires, tu prends ce que tu as envie de prendre. Voilà, tu montes, tu vas au Il y a encore sol. cette mode des bains froids qu'on voyait au début des années 2000 avec les sprinters. Ouais, si, moi j'en ai Tu sais, fait. ils se Un mettaient froid. dans des poubelles, tout ça, on voyait. Ouais, Il y a toujours ça. ouais. Si, il y en a encore. Ouais. Après, sur les bains froids, moi, c'est bien si tu veux vite récupérer si tu as une échéance après, mais comme Ouais, ouais, ça, ça trompe le corps, quoi. ça coupe Ça t'endormit, quoi. voilà, c'est ça. Bien sûr, je vois. Et en termes de muscu là-bas, est-ce qu'ils sont, par rapport à tout ce que toi tu fais faire aujourd'hui, ça se ressemble aussi? Ils font des profilages ou c'est plus là, encore une fois, on donne un truc très basique,
gros volume, et puis celui qui devient fort, il devient fort, et puis. Là, j'aurais plus de difficultés à parler de ça parce que j'ai pas trop vu leur préparation physique. Je vois plutôt ce qui se passe sur le stade et je vois pas trop leur prépa physique, tu vois. Mais, mais de ce que j'ai vu de leur préparation physique, c'était de l'haltéro, des choses comme ça, tu vois, des choses au type puissance ou du squat. Après, attention, hein, faut pas faire une généralité sur les entraînements que j'ai vus là-bas, tu vois. Les États-Unis, c'est énormément grand et les coachs, ils sont tous des compétences différentes, etc. Mais par exemple, tu vois, j'avais une séance qui a duré 3 heures, c'était dans une piscine. C'était des sauts de grenouille pendant 20 secondes, 30 secondes, je sais pas combien de fois. Après, c'était des cloches sur place. Après, c'était des sauts en pied. Après, des cloches de l'autre côté. Cette séance, j'ai l'impression qu'elle n'allait jamais se finir, quoi. C'est long, tu vois. Ils font aussi beaucoup de trucs dans les piscines, à la plage, dans le sable. Ça aussi, c'est pas facile. Et là, ça fait plusieurs fois que tu vas en Floride, donc au Gators. T'avais pas envie d'aller ailleurs, de voir. En fait, je vais en Floride centrale, c'est-à-dire que en Floride centrale, tu as des gros groupes d'entraînement, tu as un gros groupe à Jacksonville, tu as un gros groupe universitaire à Gainesville, tu en as d'autres à Orlando, tu en as d'autres à Claremont, à Montverde, à Tampa, tu en as d'autres à Melbourne, qui est sur le côté, Miami. Et moi, en fait, j'essaie de rester plutôt en Floride centrale, donc dans la région d'Orlando, et après, j'essaie de bouger sur différents stades, etc. Là, tu disais que tu avais donc trois athlètes qui courent super vite que tu entraînes? Ouais, là, j'ai pas beaucoup de sprinteurs actuellement. J'en ai en... Parce qu'il y en a d'autres que j'aide ou je conseille, mais que j'en ai à ma totale responsabilité, j'en ai... Parce qu'il y en a une, elle fait du bob et du sprint. Donc, vraiment des sprinteurs qui font ça tout le temps, j'en ai trois. Après, j'ai une fille qui fait du bob et du sprint. Je co-entraîne une autre fille qui fait du 400, avec qui moi je m'entraîne, donc je fais sparring. Je donne des conseils aussi avec une autre fille, mais plutôt sur tout ce qui va être départ, etc. Je donne aussi des conseils avec des collègues prépa physique ou voilà. C'est, ça dépend. Est-ce que tu penses, je pose une question un peu à la con, mais que en France, j'ai l'impression que depuis Jimmy Yuko qui a fait 9,86 ou Christophe Lemay qui a fait moins de 10, on n'a plus de. Et même, je sais pas si on a déjà eu, hein, j'ai plus tout en tête, mais tu vois, on a l'impression que quand tu vas en finale des Jeux, on dit que pour les Français, c'est un peu inaccessible quoi, aux 100 mètres. Mm. Ouais. Et bizarrement, Est-ce que tu penses que c'est à cause du vivier? On n'a pas assez de monde qui s'entraîne ou. et tu vois, c'est très paradoxal parce que avant, on avait des stars, je vais mettre des guillemets, tu vois, on avait des stars comme Christophe, comme Ronald Pognon à l'époque, Oui, comme voilà, Ronald qui courait ouais, super vite. J'avais écouté un podcast sur Athlètes mondiaux. Un coup, il avait fait l'entraînement de 9,75 a priori. Ou. c'est ça. Ouais. Et du coup, on les a plus vraiment. Par contre, si tu regardes, en fait, que ce soit au niveau mondial, au niveau français, depuis Covid, les performances, elles font que augmenter. C'est-à-dire que les taux de personnes, par exemple, qui font moins de 10,50, ça a augmenté, je sais plus combien, mais c'est énorme. Ça a pas doublé, mais ça a augmenté au moins de 20 ou de 30%. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, hein, j'ai plus les datas en tête, mais de 2015 à 2020, tu avais à peu près tout le temps le même nombre de personnes qui faisaient moins de 10,50, tu avais tout le temps le même nombre de personnes qui faisaient moins de 10,30, etc., etc., tu vois. Et là, depuis Covid, sur tous les sprints, hein, sprint long, sprint court, etc., etc., hommes-femmes, chaque année, le nombre de personnes qui font une performance ou en dessous fait que monter. C'est-à-dire que, tu vois, en 2019, tu vas avoir 500 personnes, j'ai pas les datas, hein, je fais attention à ça, mais tu vas avoir 500 personnes qui vont faire moins de 10,50, tu vois, dans le monde, quand maintenant, tu vas en avoir 850. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est dû aux pointes carbone qui sont arrivées? Alors, moi, je pense que c'est dû à Toi, justement, ton plusieurs. expérience, parce que toi, tu as connu les pointes Ouais, classiques, ouais. et puis maintenant, tu as les pointes carbone. Est-ce que tu sens une différence? Et est-ce que tu expliques ce niveau moyen qui monte par ça? Je pense que c'est déjà, alors c'est pas, et pas pour tout le monde, mais les pistes ont changé. Les pistes maintenant en tartan de notre époque, un peu molles, c'est plus comme ça, c'est les pistes en Mondo. Mais ça, tout le monde n'a pas accès. En Mondo, tu dis? Comment ça s'écrit Ouais. ça? Mondo, Mondo, c'est une marque italienne. Ok, ah, mais je connaissais pas. Ouais, bah, moi, j'étais encore resté sur le tartan que quand j'étais gamin. Ok. Et après, par contre, ouais, il y a les chaussures qui se sont améliorées. Donc, arriver à dire que c'est grâce aux chaussures, sur le sprint court, j'irai pas jusqu'à là, parce que les chaussures sont quand même plus lourdes qu'avant, et il faut quand même les déplacer. Sur le 400,
Peut-être. En plus, maintenant, il y a le bicarbonate. Donc, ok, Le, le le, bi- 400. le bicarbonate? Ouais, maintenant, il y a une marque qui s'appelle Mortine, qui ont. Alors, ils n'ont Ah, pas créé. Morten qui file du bicarbonate pour Ouais, alors, moins. ils n'ont pas créé le bicarbonate, hein. Oui, C'est oui, juste oui, qu'ils ont créé. Ils un ont complément. créé un gel qui entoure le bicarbonate, qui fait que le bicarbonate se dilue plus tard dans ton organisme et au bon moment. Ah Parce ouais, je qu'avant, vois. quand tu le prenais trop tôt, tu avais la chiasse ou tu avais un Ou autre problème. tu t'avais des remontées, ouais. C'est ça. Donc, en Je vois fait, comme je le vois. bénéfice-risque était pas assez intéressant de prendre du bicarbonate, qui existe depuis de la nuit des temps, et que maintenant, le bicarbonate, il est mis dans ton corps au bon moment. C'est mis, voilà. Bon, sur 100 mètres, on s'en fiche. Euh, sur 100 mètres, les chaussures, certains, ça Est-ce que les tu vas plus aide. vite, est-ce que tu vas plus vite, toi, avec? En vitesse max, Ouais. non. Pas que j'accélère pas plus vite, je vais pas plus vite en vitesse max, par contre, je le maintiens plus longtemps dans le temps. C'est-à-dire que Tu te déformes moins, t'as moins de fatigue ouais, musculaire, en quoi. fait, la chaussure, quand tu la plies, elle te permet aussi de revenir sur cette jambe libre plus facilement. Donc déjà, si t'as pas une bonne technique de course, ça te permet aussi d'avoir une meilleure technique de course. C'est-à-dire que la jambe, quand elle revient sous ton bassin, c'est plus facile. Ça fait comme un ressort, en fait. La jambe, quand elle quitte le sol, tout, ça te ramène tout de suite. Donc si t'as un peu tendance à être en cycle arrière, c'est aussi plus facile d'être en cycle avant, avec une pointe carbone. Donc pourquoi il y a plus de monde qui court plus vite qu'avant, je sais pas. Et pour revenir aux Français, même si la chaussure, je pense qu'il joue, hein. Et pour revenir aux Français, euh, bizarrement, on a plus de Français qui sont en moins de 10-20, plus de Français qui sont en moins de 10-10. Il y a quelques Français qui arrivent à faire moins de 10, tu vois, ou moins de 20. Les frères Zézé, Matteo, Fall, etc., qui arrivent à faire quand même ces performances-là. Mais d'un autre côté, au niveau mondial, il y en a tellement de plus qui font moins de 10 qu'avant. Il y a beaucoup plus de monde qui font moins de 10 par rapport à avant, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, ils rentrent sur les compétitions, ils vont faire les compétitions, les gars, et ils sont très forts, hein. Mais ils peuvent plus se permettre d'avoir des finales mondiales ou olympiques. Si tu fais pas 9-8, tu vois, Ouais, c'est mais bien mort. sûr, bien sûr. Mais je vois bien. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je regarde de loin maintenant. Et c'est vrai qu'avant, j'ai l'impression qu'il y avait des Français qui étaient vraiment des outsiders. On se dit, ouh là là, putain, ils sont pas loin, tu vois. Et là, on se dit, bon, bah, ils sont loin, quoi. Ouais. Là, on se dit, bon, bah, la chance de médaille, tu vois, c'est pas comme l'époque Christine Aron. Tu disais, Christine Aron, putain, elle, au départ, Ouais. putain, elle peut gagner, quoi. Tu vois, là, maintenant, tu te dis pas, il y a aucun Français, tu dis, il peut gagner un truc, ou une Française, elle peut gagner, quoi. Sur Bah, sprint, sur le sprint sur court, en tout cas. sprint, sur sprint court et sprint long, là, ça me semble compliqué. Après, moi, On j'espère, hein, demande qu'à être surpris positivement. ouais, je suis très patriote, hein, donc c'est là on a plus les meilleurs sprinteurs tout de suite mondiaux, ils sont plus sur les haies, que ce soit les haies hautes ou les haies basses, donc sur 110 et 100 haies et 100 mètres haies ou 400. Donc là on a plus de chances de médaille, hein, que ce soit il y a une fille qui se détache un petit peu sur le 400 haies, qui est proche du record de France de Marie-Jo, un mec qui a fait quatrième aux Jeux Olympiques quand même Ouais, sur ouais, 400 haies, j'ai vu, bien. mais qui s'entraîne aux États-Unis. Le petit Zoya qui est bon, qui a pas réussi magnifiquement ses jeux, mais qui est quand même assez solide. Notre seule médaille, Cyrina, qui s'entraîne à Orlando aussi, qui a fait la seule médaille française. Donc ouais, sur les haies, par contre, on est assez bon, quoi. Pourquoi ces athlètes, ils partent tous aux US pour s'entraîner? Ah, faut leur poser la question individuellement, mais donc Parce que vu ce que tu me décris, alors c'est que ton expérience, c'est ce que tu as vu, mais on se dit, bon, bah, c'est un volume beaucoup plus important, c'est beaucoup plus. Peut-être que c'est l'effet groupe aussi, peut-être qu'il y a plus d'émulation qu'il y a moins en France. et pour certains, ça marche. Par exemple, tu vois, Cyrina, ça a marché, hein, elle est restée 6 mois, elle a une médaille olympique. Pour Clément Ducos sur 400 et ça marche aussi, hein. Et pour d'autres, ça marche pas. Jimmy Vico, il est parti aux États-Unis avec Rana Ryder à Jacksonville, je crois. Je me souviens plus de ses chronos, mais je suis pas sûr qu'il ait fait des très très gros chronos là-bas. Et d'autres Français ont tenté, hein. Je sais que Ladji était parti aussi là-bas. Ouais, Ladji était parti là-bas. Je me souviens plus des performances qu'il avait fait. Marie-Jo était partie là-bas, ça avait marché. Donc voilà. Souvent, ça part là-bas. Ça reste la Floride, la Californie et le Texas. Ça reste les trois États et surtout la Floride. C'est les États du sprint, quoi. C'est vraiment l'État du sprint. C'est vraiment, il y a les meilleurs coachs là-bas.
et il y a les meilleurs athlètes là-bas. Moi, quand j'y suis allé en avril, il y avait le mondiaux de relais à Nassau, donc aux Bahamas. Donc toutes les nations, elles venaient aussi faire des stages là-bas. Donc tu avais les Allemands, les Anglais, les Belges et tout. Et j'allais voir des petits meetings, des meetings mais saucisses, hein. Des trucs vraiment. C'était pas une Diamond League, hein, c'était des meetings dans une piste. C'est pas ouf, mais tu voyais 9,93, 10,00. Tu voyais des filles en 22,50 au 200. Tu voyais les médailles olympiques. Enfin voilà, c'est une sorte d'aimant, quoi. Quand même. C'est quoi tes futurs projets? Déjà d'un point de vue personnel, en tant qu'athlète et on va dire en tant qu'entraîneur. Est-ce que tu as des. À part te maintenir, parce que maintenant tu es master, est-ce que tu peux faire une médaille au championnat du monde en master ou pas encore? Alors, tu vois, j'y étais là à Göteborg, médaille au championnat du monde en master, faut faire moins de 22. J'ai regardé les huit derniers championnats, faut faire moins de 22, Et c'est en comme ça. master 2, master 2 c'est 40 ans ou pas? Master 2, c'est 40. Ouais, Master 2, c'est un peu plus facile, mais dans 5 ans, j'aurai pas la même forme que maintenant aussi, hein. Déjà, les Europes, c'est plus facile, entre guillemets. Donc ouais, les Europes, et pourquoi pas, c'est en octobre cette année, en 2025, là. Donc, enfin, dans un an. Donc, on va aller faire les Europes avec les copains. Là, en avril, là, il y a les championnats du monde master à Gainesville, Ok. chez eux, en indoor. Donc là, on va se faire, il va y avoir plus d'Américains et les Caribéens, donc on va se faire éclater. Mais bon, ça va être cool. Et ouais, moi, ne pas me blesser, parce que j'adore m'entraîner et j'adore arriver en compète et me dire, bon, bah, le corps, il va à peu près bien et je vais m'amuser à courir vite. J'aime juste ça, en fait, j'aime bien courir vite. Après, la performance, je la regarde, évidemment, mais j'aime cette sensation, tu vois, pendant quelques secondes, tu sens ton corps qui va vraiment vite. Donc ça, c'est cool. Et après, pour mes athlètes, et ben, que mes athlètes, que ce soit en sprint ou dans leurs autres spécialités qui progressent et que surtout ils s'amusent parce que je pense que c'est important dans le sport que, surtout en France, qu'on puisse avoir du plaisir à faire ça. Et au niveau professionnel, et bah, on verra les besoins. C'est vrai qu'en France, c'est difficile d'être entraîneur de sprint et d'en vivre. C'est vraiment et pas très facile. Alors que dans d'autres régions, il y a plus d'opportunités. Donc on verra où le vent me mène d'ici quelques mois, quoi. Bah, il y a toujours un truc que je regrette. Alors, c'est pas pour ça que j'ai parlé de la littérature, mais quand j'étais gamin que je faisais du sprint, bah, j'étais toujours à l'affût, tu sais, des bouquins ou des sites où. Et tu vois, pour moi, il n'y a pas de bouquin en français sur le sprint qui m'explique tu vois, le sprint, quoi. En fait, je sais rien, quoi. Il y a des bouquins qui ont été traduits, des bouquins américains qui ont été traduits en français, Mais qui sont qui sont, bien. qui sont plutôt bien, ouais, qui sont plutôt bien. Est-ce Euh, que tu as les titres? Je crois que alors, je me souviens plus c'est chez Fort Trainer. Ok, Euh, bah, je regarderai. Chez Fort Trainer, il y en a un qui a été traduit. Après, tu as les bouquins de France Bosch, hein, ça reste, Ouais, même si la ouais. préparation physique, ça Comme tu m'as reste confirmé que c'était inlisable, je suis pas très motivé. Et comme tu n'es pas le premier à me le dire, ouais, c'est chaud. Après, faut pas, s'il y a des Sapiens qui sont en L2, L3 master, ou des BP, là, qui sont dans leur formation et qu'on leur apprend des choses, je ne vous conseille pas de lire France Bosch parce que vous allez être perdu entre ce qu'on vous apprend à l'école et ce que France Bosch vous dit parce que déjà France Bosch, il va te dire que les cinq qualités physiques n'existent pas. Bim, déjà. Donc parce tu que arrives, tu pour prends. lui, tout est imbriqué, si je comprends bien. Pour lui, tout est imbriqué par la coordination. Et je le rejoins, tu vois. Donc il y a Bah, pas la force. on en revient à cette fluidité finalement. Ouais, la force n'existe pas. C'est la force dans la coordination à la tâche spécifique. Ça, c'est un autre exemple. Christophe Lemaître, si on prend Christophe Lemaître dans le sens où il fait de la force en squat ou en développé couché, il est nul, tu vois. Vraiment, il est nul. Oui, oui, bah, ça se voit. Christophe Lemaître a appliqué des forces verticales et des forces horizontales dans la course à pied et dans le sprint. Bah, il est meilleur que tous les bodybuilders français, quoi. Tu Bien vois, sûr. parce que la force, elle est à la tâche. Tu vois, c'est la force dans la coordination à la tâche. Justement, un point qu'on fait penser à aborder, c'est avant la muscu en préparation physique, c'était très simple. C'était, je caricature, c'est squat, soulevé de terre, voilà, mouvement composé, presse à cuisse, tout ça. Là, de ce qu'on a discuté, c'est très spécifique, tu vois, par rapport à tes besoins. Est-ce que ça a encore du sens de faire, à part au début pour forger une base, la préparation physique un peu générale, tu vois, Tu veux dire quand tu es jeune ou en ou début de saison? même maintenant, tu vois.
Bah, en fait, moi, déjà, tu vois, par exemple, les trois sprinters que j'ai, c'est trois sprinters que, avant que je les ai, qui faisaient que se blesser. Il y en a un, j'ai eu une discussion avec lui, et ce week-end, je lui dis c'est quand, donc je l'entraîne depuis septembre. Je lui dis c'est quand la dernière fois que tu as fait une saison entière en étant serein sans te blesser? Il m'a dit 2013. Tu vois? Il y en a un autre, avant qu'il soit avec moi, il se blessait, en 3 ans, il s'est blessé 9 fois les ischios. Donc déjà, en fait, tu arrives avec des gars que déjà tu te dis, bon, si cette année ils se blessent pas, c'est bien. Tu vois? Et si on peut faire des perfs ou maintenir un niveau, c'est bien. Voilà. Évidemment, je n'aurais pas le même discours si j'avais un jeune de 18-19 ans qui avait pas du tout, qui se blessait pas, quoi. Donc en fait, moi, je peux pas me permettre de leur faire faire des trucs et d'essayer des choses parce que en fait, s'ils se pètent, bah en fait, ils sont pas venus avec moi pour se péter, quoi. Donc je fais tout pour pas qu'ils se pètent. Ouais, non, c'est intéressant parce que tu sais, c'est toujours ce débat de musculation spécifique vs musculation générale. Jusqu'où je vais dans la spécificité, et là quand on parle de Franz Bosch, la coordination, tout ça, par rapport à la muscu que je fais, ou est-ce que je reste plus Ça, général et je me dis, bah, je fais déjà assez de spécifique avec l'entraînement dans la discipline. c'est ça. Donc Et voilà, ouais, c'est en là fait, un peu ma question, quoi. je pense que je pense qu'il n'y a pas de vérité et je pense que tu peux arriver avec tu peux arriver à la même finalité avec plusieurs chemins et ça dépend de quoi l'entraîneur est convaincu, ça dépend de quoi l'athlète est convaincu. Je sais que des fois, je faisais trop des exercices spécifiques, trop des exercices individualisés et il y avait un athlète qui voulait faire du squat, quoi. Tu vois, genre, ça lui manquait de faire du squat lourd, tu vois. Et en fait, t'as aussi une part de, vas-y, j'ai envie de m'amuser, quoi. J'ai envie de faire ça, quoi. Donc, tu sais, bon, bah, en fait, c'est pas dans mon programme, mais s'il a envie de faire du squat lourd et que ça lui fait plaisir, peut-être qu'une fois par semaine, on va lui faire faire du squat lourd. Je vois bien l'idée, l'adhérence au programme, on y revient. Voilà, c'est ça, en fait. C'est que même si toi, t'es convaincu que c'est le meilleur programme qu'il lui faut, mais qu'il fait que des exercices que le gars, il déteste, tu vois, bah, en fait, si le gars, il adhère pas à ton programme, c'était Christian Thibodeau qui avait dit ça. Il avait dit, tu peux être le meilleur technicien, tu peux avoir les meilleures compétences du monde, etc., etc. Si l'athlète, il adhère pas à ce que tu fais et qu'il est pas aveugle et qu'il a pas une confiance aveugle en toi, bah, en fait, c'est mort, quoi. Il vaut mieux être un peu moins bon et tu lui dis, tu sautes du troisième étage et tu seras champion olympique et le gars, il saute du troisième étage. Et en fait, c'est vraiment l'adhérence au plan d'entraînement et la motivation que tu vas donner à tes athlètes, quoi. Donc, j'ai un peu rétro-pédalé par rapport à ça, tu vois. J'écoute aussi les athlètes en me disant, bon, des fois, ils me disent des trucs, je dis non parce que là, tu vas te péter. Mais j'essaie aussi de me dire, bon, ils ont envie de faire ça, bah vas-y, ils vont un peu faire ça, quoi. Ça marche. J'arrive au bout de mes questions, Jérém. S'il y en a qui veulent te contacter, t'as ouvert un petit compte sur le sprint sur Insta. Ouais, j'ai ouvert un compte sur le sprint, j'en ai ouvert deux. En fait, j'en ai ouvert un en mon nom. Je crois que j'ai ouvert ça quand je me faisais chier au Covid en 2020. Et je mettais pas grand-chose. Et après, je mettais deux, trois articles, deux, trois trucs. Et après, il y a eu les podcasts. Et tu sais, les podcasts, ça fait des petits reels. Voilà. Du coup, les gens, ils se mettent là-dessus. Du coup, ça, c'était mon premier compte. Et j'ai ouvert un autre compte sur celui, en fait, de ma société, où, en fait, là, c'est plus un compte pour informer les gens et aussi de donner des explications sur le sprint, des choses très basiques, très fluides. C'est vraiment commun à tous les sportifs. Je pense qu'avec le temps, j'irai axer sur des trucs plus pointus, tu vois. Donc, ça s'appelle SNYR, SNYR. Et je me lance, hein, c'est vraiment, ça fait quelques mois que c'est Qu'est-ce que ça ouvert. veut dire, SNIR? SNYR en islandais, ça veut dire faire demi-tour. Ok. Donc, changer de vie, faire demi-tour dans la vraie vie, tu vois, comme une voiture, ou faire demi-tour dans ta tête, changer de mindset. Et moi, ça me convenait bien. Et en plus, moi, comme je suis SP200, je fais des virages, donc ça me convient bien, tu vois, aussi. Donc ça, et après, les gens, s'ils veulent me contacter, tout simplement, ils m'envoient un message sur Instagram, Jérémy Thiebaud Pro, et je réponds assez rapidement. Bah, super. Et ben merci, Jérém, de ton temps. J'espère que les auditeurs se seront régalés, comme nous. Plaisir. Et puis, au plaisir. Salut à tous. À plus. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir.
À très vite.